Que pensez-vous qui détermine le destin d'une personne? La famille, l'argent ou l'éducation? En Colombie, parfois il suffit d'une adresse pour changer toute une vie. Mais ce n'est que le début. C'est un endroit où la beauté peut se transformer en statue. Un lieu où des soldats d'élite deviennent des produits d'exportation. Et où l'un des pays les plus heureux du monde cache des vérités que très peu de gens connaissent. Bienvenue en Colombie. Numéro 1. Le système de parrainage engendre la pauvreté. Si vous êtes né en Colombie, votre destin ne commence parfois pas par le talent, l'éducation ou l'effort personnel, mais par votre adresse. Dans ce pays, chaque quartier est classé dans un système appelé strata, divisé en 6 niveaux différents, en fonction de l'emplacement, de la qualité du logement, des infrastructures et de l'accès aux services de base. À première vue, cela ressemble à une politique d'équité. Les pauvres reçoivent de l'aide, les riches contribuent davantage. Mais le problème réside dans le fonctionnement de ce système. La réalité est qu'au niveau 1, 2 et 3, les résidents bénéficient de subventions considérables. Par exemple, ceux du strata 1 ne paient que 40% de la valeur de leur facture d'eau et d'électricité, le reste étant entièrement pris en charge. En contrepartie, les infrastructures ici ne sont que des routes en terre, des maisons bricolées et des services publics au minimum. Pendant ce temps, le strata 4 joue le rôle de ligne de démarcation où les résidents paient 100% de la valeur de leur facture, sans aider personne et sans recevoir un centime de soutien du gouvernement. Pire encore, les stratas 5 et 6 sont les distributeurs automatiques du système, devant supporter un supplément de 20% sur chaque facture. En échange, cette zone dispose de trottoirs pavés, de caméras en abondance, d'arbres taillés et d'appartements au mobilier luxueux. Ce mécanisme vise à créer un équilibre social. Au départ, cela semble juste, mais en réalité, cela engendre des conséquences imprévisibles. Le système strata a involontairement créé des barrières sociales significatives. Les habitants des stratas plus élevés ont souvent moins d'opportunités de contact et d'interaction avec ceux des stratas inférieurs. Les riches hésitent souvent à entrer dans les zones de strata inférieures par crainte de la criminalité, tandis que les pauvres se sentent perdus et mal à l'aise dans les zones de strata supérieures. De plus, l'adresse devient un CV personnel très puissant. Que ce soit pour chercher un emploi ou pour des rendez-vous, la question « Dans quel estrato vivez-vous » a un poids décisif. Les banques s'appuient sur ce chiffre pour déterminer les limites de crédit ou les taux d'intérêt des prêts immobiliers. Ou lorsqu'une personne vivant dans un estrato 6 tombe amoureuse d'une personne d'un estrato 1, elle se retrouve face à un trou noir culturel et de mode de vie. Celui du niveau 6 craint les bidonvilles sombres, tandis que celui du niveau 1 se sent étouffé par le luxe qu'il sait qu'il ne pourra jamais atteindre. En outre, le système strata crée également un piège à pauvreté. De nombreux habitants des zones de strata inférieures hésitent à déménager vers une zone de strata supérieure, même s'ils en ont les moyens financiers. La raison en est qu'ils craignent de perdre les subventions et les services d'assistance. Cela a de manière invisible freiné la mobilité sociale et élargi le fossé entre les riches et les pauvres. D'où venez-vous? Et l'endroit où vous vivez, a-t-il une zone dont le simple nom suffit à deviner si vous êtes riche ou pauvre? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Numéro 2. Les femmes belles utilisent leur beauté pour changer de vie. Ici, la beauté des femmes est considérée comme un type de capital, pouvant être acheté, vendu, investi, et même perçu comme un passeport ouvrant des portes que l'argent ou l'origine sociale ne peuvent pas franchir. La première chose qui rend les femmes colombiennes célèbres, dans le monde entier, est leur beauté, presque inimitable. Elles portent en elles un mélange de sang entre les peuples autochtones d'Amérique, les Africains et les Européens, résultat de centaines d'années d'histoire. Cette fusion crée des visages marquants, des yeux profonds, une peau saine et une silhouette séduisante que peu d'endroits dans le monde peuvent égaler. Mais derrière cette beauté se cache une pression énorme.
En Colombie, de nombreuses filles grandissent avec l'idée que l'apparence est le chemin le plus rapide pour changer de vie. Alors que dans de nombreux endroits du monde, le cadeau de 15 ans peut être un nouveau téléphone. En Colombie, pas mal de jeunes filles rêvent plutôt d'une opération de chirurgie esthétique. Cela a contribué à faire de la Colombie l'un des pays avec le plus grand nombre d'interventions de chirurgie esthétique au monde. Les coûts sont bas, les médecins expérimentés et l'industrie de la beauté est si développée que chaque année, des dizaines de milliers de personnes, des États-Unis et d'Europe, viennent ici pour rafraîchir leur apparence à des manames. Prix équivalent à environ un tiers de ceux de chez eux. Mais ce qui est notable, c'est que, il fut un temps où la chirurgie en Colombie ne servait pas seulement la beauté. C'était aussi une stratégie de survie. À une époque où les cartels de la drogue dominaient de nombreuses villes, une partie des femmes pauvres choisissaient la chirurgie esthétique pour entrer dans le monde des barons. La beauté devenait un moyen d'échanger contre de l'argent, du pouvoir, voire de la sécurité, dans une société pleine de violence. Ce monde a également engendré une image totalement opposée à tous les préjugés sur les femmes. Ce sont les sicarias, des tueuses à gages recrutées et formées par les cartels. Derrière leur apparence séduisante et inoffensive, elles deviennent les exécutantes de missions d'assassinat, dont les victimes n'ont presque pas le temps de se défendre. Mais le plus grand paradoxe se trouve dans un endroit inattendu. C'est la prison pour femmes, El Buen Pastor, à Bogota. Chaque année, cet endroit organise un concours de beauté pour les détenues, y compris celles purgées de longues peines. Elles revêtent des robes de soirée, se maquillent avec éclat et montent sur scène comme de véritables candidates. Non pas pour remporter une couronne, mais pour se rappeler qu'au-delà de l'uniforme de prisonnière, elles restent des êtres humains dignes d'être reconnus avec dignité. Cependant, si pour de nombreuses femmes colombiennes, la beauté peut ouvrir la voie à une nouvelle vie, pour un certain nombre d'hommes, le chemin vers une vie transformée commence par une toute autre chose. Une arme à feu. Numéro 3. Four à exporter des mercenaires. Le métier le mieux rémunéré pour un homme dans ce pays est de vendre ses compétences en combat à l'étranger. Cela peut sembler incroyable, mais la Colombie devient progressivement l'une des plus grandes sources de mercenaires au monde. Pour comprendre pourquoi cela se produit, il faut commencer par l'armée colombienne elle-même. C'est la seule force en Amérique du Sud, formée selon le programme américain et celui de l'OTAN. Les soldats ici n'apprennent pas seulement à utiliser des armes, mais sont également entraînés dans des jungles tropicales denses pour faire face à la guerre de guérilla, survivre plusieurs jours en pleine forêt et opérer dans les soldats. Conditions les plus extrêmes. Des décennies de conflits les ont transformés en l'une des forces les plus expérimentées en matière de combat dans la région. Mais le paradoxe est que ceux qui doivent prendre les armes sont principalement issus de familles pauvres. En Colombie, de nombreux jeunes des zones Estrato 1 et 2 n'ont presque pas d'autre choix que de faire leur service militaire. Pendant ce temps, les familles plus aisées des Estrato 5 et 6 ont souvent les moyens de compléter les formalités de la Libreta Militar, un document militaire obligatoire pour de nombreuses transactions civiles. Pour elles, débourser entre 1000 et 2000 dollars américains pour finaliser ces démarches est bien plus facile que d'échanger plusieurs années de jeunesse dans l'armée. Cela fait que le fardeau du combat pèse davantage sur les épaules des personnes nées dans les classes les plus basses. Le prix qu'ils reçoivent est également incroyablement bas. Un soldat colombien peut devoir traverser la jungle, faire face à des mines artisanales et à des affrontements armés, juste pour recevoir une indemnité d'environ 100 dollars américains par mois. Pour donner une idée, cette somme ne suffit même pas pour une nuit dans de nombreux hôtels aux États-Unis et équivaut à quelques repas dans un restaurant bon marché. C'est presque toute la valeur qu'ils reçoivent en échange de leur jeunesse et de leur vie. Mais la véritable tragédie commence après leur démobilisation. Après des décennies à porter les armes, de nombreux anciens combattants rentrent chez eux avec une pension d'environ 300 dollars américains par mois. Ils maîtrisent l'utilisation des armes, la survie en forêt et le combat sous le feu. Mais ils ne savent pas utiliser les logiciels de bureautique et n'ont aucune expérience dans un environnement d'entreprise. En conséquence, beaucoup se retrouvent au chômage ou ne trouvent que des emplois très mal rémunérés. Et c'est à ce moment-là qu'une autre porte s'ouvre. Des entreprises militaires privées à travers le monde sont prêtes à leur offrir entre 2000 et 5000 dollars américains par mois. Après un seul contrat, la valeur de leur personne augmente soudainement de 10 à 15 fois.
Aujourd'hui, les traces des anciens combattants colombiens apparaissent dans de nombreux points chauds des Émirats arabes unis, au Yémen, jusqu'en Irak. Le point culminant a été l'assassinat du président haïtien en 2020 et 1 ou 10 à 8 des 26 suspects arrêtés étaient d'anciens militaires colombiens. Le plus ironique, c'est que de nombreux experts militaires estiment que les capacités opérationnelles des anciens combattants colombiens ne sont pas inférieures à celles de nombreuses forces spéciales occidentales. Pourtant, le coût pour les engager n'est qu'un quart de celui des forces occidentales. Est-ce le produit le plus étrange que la Colombie ait jamais exporté. Mais tous les coins sombres de la Colombie ne se trouvent pas sur le champ de bataille. Il existe des endroits où même les Colombiens n'osent que rarement mettre les pieds. Numéro 4. Les endroits où personne ne veut mettre les pieds. Peux-tu le croire? Des dizaines de milliers de personnes vivent juste sur une piste d'aéroport, mais n'ont jamais eu l'occasion de toucher un avion de leur vie. Située en périphérie de la ville de Maicao, dans le bidonville de La Pista, au lieu des avions, la route en bitume est désormais recouverte de cabanes précaires, construites en bois pourri, en bâches déchirées et en déchets métalliques ramassés. Dans les décharges, ici la notion d'électricité, d'eau potable ou d'école est complètement absente. Le chiffre le plus alarmant est que 84% de la population de La Pista souffre de malnutrition sévère. Un taux presque 10 fois supérieur à la moyenne mondiale. Leur unique source de subsistance dépend entièrement des repas à base de maïs fournis par des organisations humanitaires. En conséquence directe, chaque jour, les habitants doivent marcher 6 km sous un soleil de plomb pour puiser de l'eau trouble dans la rivière pour leurs besoins quotidiens. L'utilisation de cette eau contaminée entraîne des problèmes de peau chez les enfants, avec un taux de maladies cutanées anormalement élevé. La surpopulation étouffante se prolonge jusqu'à Santa Cruz del Islote, une île qui entasse plus de 1200 personnes, sur une superficie de seulement 9700 mètres carrés, soit à peine l'équivalent de 1005 terrains de football standard. Oui, tu ne rêves pas. La densité de population ici est si terrible qu'elle est 4 fois supérieure à celle du quartier de Manhattan, à New York, symbole de la surpopulation mondiale. Avec une superficie inférieure à 2 stades et sans système d'égout ni toilette, chaque habitant dispose en moyenne de 12 mètres carrés pour manger, dormir et vivre toute sa vie. C'est un espace de vie véritablement étouffant au sens propre pour quiconque se retrouverait par accident ici. Cette surpopulation horrible est encore pire derrière les portes de la prison, la Modelo, à Bogota. Elle détient actuellement 11 000 détenus, alors que sa capacité de conception ne prévoyait qu'environ 5 000 personnes. Cet état de surcharge de plus de 200% entraîne une réalité grotesque. La prison est entièrement gérée et contrôlée par des gangs à l'intérieur, et non par les gardiens. Des armes, de la drogue et même des téléphones satellites sont introduits clandestinement chaque jour. Les barons de la drogue dirigent tranquillement des réseaux criminels internationaux depuis leurs cellules, comme s'ils étaient dans un bureau luxueux. La prison La Cathédrale en est un exemple historique de cette folie où le baron de la drogue, Pablo Escobar, a dépensé de l'argent pour construire sa propre prison, pour s'y enfermer lui-même. Cette prison était en réalité un complexe de luxe, avec un terrain de football, une salle de sport et une discothèque privée, où Escobar continuait à diriger son empire criminel dans un luxe extrême. L'arme invisible, appelée souffle du diable, est ce dont tu dois te méfier le plus en te promenant dans ces rues peu sûres. Les criminels utilisent souvent la scopolamine, une poudre chimique qui fait perdre toute volonté et mémoire à la victime en 24 heures. C'est la pure vérité, tu pourrais retirer tout l'argent de ta carte bancaire et le donner au voleur sans te souvenir le lendemain de qui tu as rencontré ou où tu es allé. Pour survivre ici, les habitants connaissent par cœur la règle tacite, appelée dar papaya, c'est à dire ne montre pas ta papaye. En d'autres termes, si tu laisses traîner un téléphone d'une valeur de 1000 $ dans la rue, tu offres au voleur une opportunité en or. Être volé est parfois considéré comme ta propre faute pour ne pas avoir respecté cette règle de survie suprême. Numéro 5. L'économie juste sur le trottoir. Dans ce pays, le trottoir n'est pas seulement un lieu de passage pour les piétons, mais aussi le foyer d'une économie gigantesque. Ce supermarché en plein air, le moins cher du monde, est l'endroit où vous pouvez acheter un verre de jus de fruits frais, embaumant l'odeur d'orange et d'ananas, directement à partir des chariots en bois, pour seulement environ $1.
Ce prix est 5 fois moins cher qu'un verre de jus similaire dans les magasins de luxe aux États-Unis ou en Europe. Oui, c'est un fait. La source de vitamines la plus abondante se trouve juste sur ces chariots délabrés au bord de la route, où les tranches de fruits sont pelées et pressées sous vos yeux, sous le soleil éclatant. Lorsque vous tenez votre verre de jus et descendez dans la rue, une autre surprise vous attend au feu de circulation, où le trottoir se transforme en une scène étrange de lumière rouge. Ne soyez pas surpris si en attendant votre tour vous assistez à un numéro de jonglage impressionnant avec 5 balles ou à des danses hip-hop flamboyantes juste devant votre voiture. Ces artistes de rue profitent pleinement des 60 à 90 secondes d'attente au feu rouge pour se produire et récolter des pourboires rapides des conducteurs. Lors d'une journée chanceuse à des intersections animées de Bogota, un artiste de rue peut gagner l'équivalent du salaire d'un employé de bureau débutant. Mais le trottoir n'est pas seulement un lieu de spectacle. C'est aussi le bureau de travail des gardiens, à 4 pattes, dans le métier de promenade de chiens paseadores de Perro. Dans des quartiers huppés comme Estrato 5 et 6, vous verrez des hommes promenant simultanément 10 à 15 chiens de toute race, des huskies imposants aux petits poodles marchant en file indienne sur le trottoir pavé. Ce service professionnel est devenu si florissant qu'il rapporte environ 5 $ américains par heure de promenade pour chaque chien. Une contradiction frappante se dessine alors que des milliers de migrants à la pista manquent de nourriture. Les chiens des quartiers riches ont un emploi du temps de spa, de toilettage et de promenade plus chargé que celui de leurs propriétaires. Et si vous pensez que promener des chiens est le métier le plus occupé sur le trottoir, regardez les fantômes oranges qui se faufilent à travers la circulation dense. Ce sont les livreurs à 2 roues de l'application Rappi. Avec leur boîte orange emblématique et un esprit de fer, des dizaines de milliers de jeunes chômeurs se sont transformés en livreurs professionnels pour faire face aux problèmes de circulation terrifiants à Bogota, où chaque conducteur passe plus de 200 heures par an simplement coincé dans les embouteillages. Alors que les voitures restent immobiles dans la poussière, ces livreurs se faufilent à travers les interstices à une vitesse de livraison 2 à 3 fois plus rapide que celle des véhicules à 4 roues. Numéro 6. Les chocs à la table colombienne. Ce plat emblématique ouvrira la voie à votre série de découvertes étonnantes dans la région de Santander, où au lieu de grignoter du pop-corn en regardant un film, les habitants préfèrent de loin déguster des fourmis géantes au ventre rebondi, appelées hormigas culonas. Le processus pour obtenir cette spécialité n'est pas moins ardu, ces fourmis n'apparaissent qu'à la saison des pluies, autour des mois d'avril et mai chaque année. Les habitants doivent veiller toute la nuit pour surveiller les nids de fourmis et les attraper rapidement avant qu'elles ne s'envolent. Une fois récoltées, les fourmis sont dépouillées de leurs ailes et grillées avec du sel dans une poêle chaude jusqu'à ce que leur carapace devienne brunâtre et croustillante. Vous serez surpris d'apprendre qu'un kilogramme de ces fourmis à gros derrière peut atteindre 50 $ américains, soit 5 fois le prix d'un kilogramme de viande de bœuf haut de gamme dans la région. Mais si vous pensez que les fourmis sont la chose la plus étrange, préparez-vous à découvrir un chef-d'œuvre calorique nommé bandeja paisa, un plat qui défie tous les estomacs de la région de Medellín. C'est un plat emblématique, mais la quantité de nourriture sur une assiette peut vous faire tourner de l'œil à peine servi. Une portion standard comprend une montagne de nourriture, du riz blanc, des haricots rouges mijotés avec de la viande hachée, un œuf au plat, de la saucisse, chorizo, du chicharron, croustillant, de la viande de bœuf, hachée, de l'avocat, une banane frite et une arepa. Le total calorique d'une assiette de bandeja paisa atteint entre 2000 et 2500 calories, soit exactement la quantité de calories recommandée pour un adulte sur une journée entière. Les habitants considèrent qu'achever une assiette de ce plat n'est qu'un déjeuner léger avant de se rendre au champ. Et après avoir rechargé vos batteries, imaginez-vous vous réveiller dans la froide capitale Bogota et recevoir une assiette de soupe aux œufs et au lait, la changua, le petit déjeuner le plus controversé de Colombie. Si vous pensez que le lait ne sert qu'à être bu, les habitants de Bogota vous apprendront à en faire une soupe en faisant bouillir un mélange de lait et d'eau dans un rapport de 1 à 1, puis en y cassant des œufs jusqu'à ce que les jaunes soient juste cuits. Enfin, ils ajoutent des oignons verts, de la coriandre et des morceaux de pain rassis dans la soupe chaude. La richesse du lait mélangé à l'arôme piquant des oignons et à la légère odeur des œufs crée une combinaison de saveurs qui pousse souvent les touristes occidentaux à fuir dès la première cuillère.
Mais pour les habitants des hauts plateaux des Andes, c'est le remède anti-alcool et la meilleure façon de se réchauffer lorsque les températures matinales descendent en dessous de 10 degrés Celsius. Enfin, pour clore ce festin plein de défis, nous nous dirigerons vers la région frontalière du Sud, où la frontière entre animaux de compagnie et nourriture est complètement floue avec le plat de cochon d'Inde rôti cuit. Dans la région de Nariño, à la frontière avec l'Équateur, les cochons d'Inde ne sont pas élevés dans des cages comme animaux de compagnie, mais engraissés pour leur viande et rôtis entiers sur des brochettes. Des études scientifiques montrent que la viande de cochon d'Inde contient un taux de cholestérol extrêmement bas, mais une teneur en protéines bien plus élevée que celle du poulet ou du porc. Alors que les enfants du monde entier pleurent si leur animal de compagnie a des ennuis, les enfants ici attendent avec impatience que les cochons d'Inde rôtis dorés soient servis sur des assiettes lors des grandes occasions. Numéro 7. La culture étrange des Caraïbes. Ici, des coutumes anciennes défient toutes les normes modernes du monde. La pratique de la maturité la plus controversée de la planète se déroule discrètement dans les zones rurales isolées des côtes des Caraïbes, en particulier dans la périphérie de Carthagène. Là-bas, une réalité fait frémir les défenseurs des animaux. Des jeunes adultes s'engagent dans des relations sexuelles avec des ânes comme une partie inévitable de la vie. Au lieu d'être stigmatisés ou condamnés par la société, les habitants locaux considèrent cela comme un rite de passage obligatoire pour les hommes. Ils croient que cela aide les jeunes à renforcer leur vitalité et constitue un environnement de pratique parfait avant qu'ils n'entrent officiellement dans la vie conjugale avec des femmes. En réalité, ces jeunes maintiendront cette relation étrange avec les animaux jusqu'à ce qu'ils trouvent une petite amie ou se marient, alors que les organisations de protection des animaux condamnent vigoureusement cela comme un acte de maltraitance. Ce sujet choque le monde du cinéma. Le documentaire « La Eterna Noche » de la Dos Lunas, en explorant ces zones d'ombre, a remporté de nombreux prix internationaux pour son authenticité brutale. Comparé aux pays occidentaux où de tels actes peuvent entraîner des peines de prison de 2 à 5 ans dans ces villages isolés, cela est protégé comme une partie du patrimoine spirituel, transmis de génération en génération. En quittant ces villages côtiers, pour se rendre à la péninsule aride de Guajira, vous serez témoin d'un autre défi de survie extrême pour les femmes du peuple Wayuu. Dès qu'elles atteignent la puberté et ont leurs premières règles, les jeunes filles doivent faire face à un processus de transformation traumatisant. Elles sont enfermées dans une chambre sombre, sans lumière du soleil, pendant une période allant de 6 mois à même 2 ans. Pendant toute cette période de confinement, les filles se font couper les cheveux très courts, doivent suivre un régime strictement végétarien et consacrent tout leur temps à apprendre des compétences domestiques, en particulier la technique de tissage des sacs Wayuu traditionnels, avec des motifs extrêmement complexes. L'objectif de cet isolement est de purifier et de transformer une enfant en une femme de la plus haute valeur aux yeux de la tribu. Une réalité cruelle est que plus la jeune fille endure longtemps dans l'obscurité, plus la valeur de la dot, souvent calculée en nombre de chèvres et de bétail, que la famille du mari doit payer à la famille de la mariée, est élevée. Alors que les jeunes femmes modernes passent 4 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux pour se connecter au monde, ces filles de Guajira doivent passer autant de temps dans le silence de l'obscurité à apprendre comment maintenir le foyer. Numéro 8. Le pays des festivals, la Colombie, est véritablement le paradis des personnes les plus paresseuses au travail sur la planète. Ce pays se classe au 2e rang mondial en termes de jours fériés officiels, avec 18 jours par an. Pour mieux comprendre, ce chiffre est plus du double de celui du Vietnam et presque 3 fois supérieur à celui du Royaume-Uni. En moyenne, tous les 20 jours, les Colombiens bénéficient d'un jour férié pour sortir dans les rues et danser, au lieu de rester coincés dans un bureau. Cette ferveur entraîne l'arrivée de millions de fleurs chaque année, en août, dans la ville de Medellín, lors du festival Feria de las Flores. Le point culminant de cet événement est le défilé des Cilleros, des agriculteurs, portant sur leur dos d'énormes créations florales, pesant jusqu'à 70 kg. Ce festival attire plus de 25 000 touristes internationaux chaque année, transformant les pentes abruptes de Medellín en une scène de mode végétale. Le 2e plus grand carnaval du monde, le carnaval de Barranquilla, intensifie encore l'effervescence avec une échelle absolument incroyable. Pendant 4 jours, près de 1,5 million de personnes, soit l'ensemble de la population de la ville, envahissent les rues pour participer à des danses folkloriques éclatantes.
C'est l'unique endroit où l'on peut voir des politiciens influents et des travailleurs pauvres danser ensemble dans des costumes colorés, sans aucune barrière de classe ou de stratification sociale. La folie s'étend même au monde animal dans la ville de Monikira. Si vous voyez un âne vêtu d'une robe de bal éblouissante ou portant des lunettes de soleil stylées défiler, vous assistez au festival de l'âne. Les ânes, ici, sont maquillés et déguisés en personnages célèbres ou en stars de cinéma pour se produire devant la foule. La cavalerie de la ville de Buga constitue la dernière pièce du puzzle de ce festival, avec un immense défilé équestre rassemblant plus de 2000 des chevaux les plus raffinés. Ces animaux ne se contentent pas de défiler. Ils sont équipés d'armures élaborées ou de selles ornées d'argent d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Un fait surprenant est que la valeur d'un cheval participant à ce défilé peut être équivalente à celle d'un SUV de luxe. Mais ils sont choyés et soignés avec plus d'attention qu'une voiture neuve. Numéro 9. De la capitale mortelle à la ville la plus créative du monde. Dans les années 80, Medellín n'était pas une destination touristique. Sous la domination brutale des cartels de la drogue, la ville affichait un taux d'homicide terrifiant, 380 meurtres pour 100 000 habitants par an. Pour donner une idée, ce chiffre était 80 fois supérieur à la moyenne mondiale à l'époque. En effet, à cette époque, sortir dans les rues de Medellín ressemblait à participer à un jeu de survie avec le taux de mortalité le plus élevé au monde. Les coups de feu et les quartiers silencieux, après le couvre-feu, étaient des images familières d'une métropole étouffée par la violence. L'angoisse la plus profonde était la barrière géographique qui entravait la vie de millions de pauvres contraints de vivre dans des bidonvilles, accrochés à des falaises abruptes, complètement isolés du développement de la vallée en contrebas. Pour descendre au centre-ville pour travailler, les habitants devaient marcher pendant 2 à 3 heures chaque jour sur des escaliers boueux et escarpés. Cette séparation géographique non seulement épuisait les gens, mais transformait également les bidonvilles en îlots de criminalité isolés, où même la police n'osait s'aventurer en raison du terrain difficile et du contrôle exercé par des groupes armés. Une révolution inattendue a éclaté lorsque le gouvernement de Medellín a pris une décision folle. Au lieu de construire davantage de routes pour les voitures des riches, ils ont utilisé le système de téléphérique métro-câblé comme colonne vertébrale du transport de toute la ville. Ce système reliait directement le sommet de la montagne au centre-ville, permettant aux habitants de survoler les toits rouillés en dessous. Le résultat a été que le temps de trajet de 2 heures de marche n'était plus que de 15 minutes en cabine. Oui, pour la première fois au monde, un moyen de transport, initialement destiné aux touristes de luxe, était utilisé pour servir les pauvres dans leur trajet quotidien. Une merveille d'escalier mécanique a également vu le jour à Comuna, 13 autrefois le bastion le plus sanglant des cartels. Ici, le gouvernement a installé un immense système d'escaliers mécaniques extérieurs de près de 400 mètres de long, équivalent à la hauteur d'un immeuble de 28 étages. Ce système permettait aux habitants de surmonter des pentes abruptes en seulement 5 minutes au lieu de grimper des milliers de marches comme auparavant. Cette priorité différente dans l'urbanisme a complètement effacé les frontières de la peur au sein de la communauté. Des œuvres architecturales de premier plan, comme la Bibliothèque España, avec son design en blocs de pierre noire, moderne, ou des parcs technologiques, n'ont pas été construits dans le centre huppé, mais ont été placés au cœur des bidonvilles. L'introduction de la connaissance et de la technologie dans les endroits les plus sombres a transformé ces bastions de la criminalité en destinations culturelles colorées ornées de magnifiques graffitis. Le coup porté aux grandes métropoles a réellement eu lieu en 2013 lorsque Medellín a officiellement battu New York et Tel Aviv pour remporter le titre de ville la plus créative du monde. Alors que les grandes villes luttaient avec les embouteillages et les gratte-ciel, une ancienne capitale de la drogue a montré au monde ce qu'était un urbanisme centré sur l'humain. Numéro 10. Les grandes inventions issues de la détresse. Les plus grandes inventions de la Colombie ne proviennent pas de laboratoires milliardaires, mais émergent de la désespérance et de l'impasse extrême. L'invention issue du désespoir a commencé en 1978 dans les hôpitaux de maternité de Bogota, où un enfant prématuré sur 3 mourait en raison d'un manque criant d'incubateurs. Dans cette situation désespérée, le docteur Edgar Sanabria a pris une décision audacieuse mais historique, demander aux mères de placer leur nouveau-né directement sur leur poitrine nue peau contre peau 24 heures sur 24 au lieu d'attendre des machines coûteuses en provenance de
L'Occident. Cette solution naturelle a créé un mécanisme miraculeux où le rythme cardiaque, la respiration et la température corporelle de la mère agissaient comme un régulateur biologique parfait. Les données montrent que cette méthode permet de stabiliser le rythme cardiaque des bébés 2 fois plus rapidement que dans un incubateur mécanique traditionnel. La température de la mère augmente automatiquement lorsque l'enfant a froid et diminue lorsqu'il a chaud. Ce que les machines de l'époque étaient totalement incapables de faire. Ce standard mondial connu sous le nom de Kangaroo Care est désormais reconnu par l'Organisation mondiale de la santé OMS et sauve plus d'1 million de vies d'enfants chaque année à travers le monde. L'innovation ne s'arrête pas à la médecine. Elle s'infiltre également dans chaque recoin des Andes pour résoudre le problème de l'analphabétisme par le biais de la radio depuis les années 40. Au lieu de construire des milliers d'écoles coûteuses sur un terrain morcelé, le gouvernement a distribué des dizaines de milliers de radios gratuites aux agriculteurs des zones reculées. Ce premier modèle d'éducation à distance fonctionnait à travers le programme Radio Sutatenza, permettant à des millions de personnes, même en travaillant dans les champs, d'apprendre à lire, à écrire et à maîtriser des techniques agricoles grâce à la radio. En conséquence, le taux d'alphabétisation dans les zones rurales de Colombie a explosé, passant de 20% à plus de 60% en seulement 2 décennies. Alors que le monde d'aujourd'hui s'enthousiasme pour l'apprentissage en ligne via Zoom ou Teams, les pauvres Colombiens avaient déjà achevé ce programme il y a près de 100 ans avec simplement une radio à pile. Numéro 11. La malédiction géographique. La Colombie possède une position unique en Amérique du Sud, étant le seul pays du continent à avoir des côtes à la fois sur l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, avec une longueur totale de côte dépassant les 3200 km. Cependant, au lieu d'être un paradis commercial, le terrain ici ressemble à un trident mortel. Lorsque la chaîne de montagnes des Andes atteint la frontière sud de la Colombie, elle ne s'étend pas en ligne droite, mais se divise en 3 branches de montagnes gigantesques, culminant à une altitude moyenne de plus de 3000 mètres. Cette terrible isolation due à cette structure a fragmenté le pays en vallées profondes et en hauts plateaux complètement séparés. Pour mieux comprendre, le transport de marchandises par route, depuis le port de Buenaventura jusqu'à la capitale Bogota, ne fait qu'environ 500 km, mais peut prendre jusqu'à 18 à 24 heures, une vitesse 3 fois plus lente que celle nécessaire pour parcourir la même distance dans des pays à terrain plat. Les conséquences de cette fragmentation ont engendré un état de non-droit, créant d'immenses zones grises que le gouvernement central ne peut presque pas atteindre. Cela est devenu un refuge parfait pour les groupes rebelles et les réseaux de trafic de drogue cachés dans les falaises escarpées. Oui, vous ne rêvez pas, il existe des zones s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés où la présence de l'armée gouvernementale est totalement inexistante. Le prix le plus élevé que la Colombie a dû payer est la perte de la mine d'or qu'est le Panama en 1903. L'incapacité à contrôler le territoire en raison du terrain difficile a conduit à une catastrophe historique, ne pouvant pas envoyer des renforts à temps à travers les montagnes et les forêts marécageuses pour étouffer les rébellions. La Colombie a été impuissante à voir la région du Panama se séparer et devenir indépendante avec le soutien des États-Unis. Cette perte a privé le pays du contrôle du canal de Panama, la voie maritime la plus importante au monde, générant actuellement plus de 2 milliards de dollars de revenus par an. En effet, la malédiction géographique a transformé la Colombie d'un empire potentiel en un pays fragmenté, perdant ainsi une source de revenus économiques colossale. Numéro 12. L'amour du sport et les jeux étranges. Le football est la seule religion capable de contrôler complètement le rythme de ce pays. Chaque fois que l'équipe nationale joue, la productivité de l'ensemble de la nation chute presque à 0%, car tout le monde du président puissant aux vendeurs ambulants sur le trottoir est rivé à l'écran. Cette frénésie fait même exploser les ventes de bière et d'alcool de 300% en quelques heures pendant les grands matchs. Oui, vous ne rêvez pas. Le football ici a le pouvoir de paralyser l'économie tout en stimulant la consommation plus efficacement que n'importe quelle campagne marketing à 1 milliard de dollars. Mais si le football est une foi, alors le tejo est l'identité, un sport qui explose au sens propre et qui a été reconnu comme le sport national officiel. Sur les terrains de tejo,
Vous devez lancer un disque en fer pesant, environ 2 kg, depuis une distance de 19 mètres, dans un trou rempli d'argile. L'objectif est de toucher de petits paquets remplis de poudre à canon, appelés mécas. Un lancer précis produira un bruit de détonation, retentissant qui déchire l'espace, accompagné de fumée s'élevant dans une ambiance d'excitation. Alors que le monde célèbre les victoires avec de la bière en Colombie, la bière est le carburant obligatoire. De nombreux terrains offrent même la gratuité si vous achetez la quantité de bière requise. L'excitation ne s'arrête pas aux explosifs. Elle s'infiltre également dans les rues de Medellín à travers le jeu de loterie de cobayes plein de hasard. Vous rencontrerez des foules en liesse autour d'un petit cobaye perdu au milieu de boîtes en bois retournées et numérotées. La règle est très simple, les joueurs misent de l'argent sur un numéro, le cobaye est relâché et celui qui entre dans la boîte gagne. Avec des mises à partir de 0,5 $ américains, le prix total peut multiplier par 20. La mise transformant n'importe quel mouvement naturel de l'animal en un mini-casino plein de suspense. À l'opposé de ce tumulte dans la ville d'Itagüí, les habitants rendent hommage au silence à travers le festival de la Paresdia de la Pereza. Au lieu de parades bruyantes, des milliers de personnes sortent des lits, des matelas et des hamacs au milieu de la rue principale pour dormir en groupe. Alors que les Japonais s'épuisent à cause du surmenage karoshi, les habitants d'Itagüí consacrent 24 heures à voir qui peut être le plus paresseux de manière artistique afin de rappeler à la société l'importance du repos. Mais ne laissez pas cette paresse vous tromper, car juste après, vous pouvez assister à la course de véhicules faits maison, un sommet de témérité. Ces véhicules sont fabriqués de manière rudimentaire, à partir de bois et de roues à roulement, à billes sans moteur ni système de freinage moderne, dévalant les pentes à des vitesses effroyables de 60 à 80 km/h. En raison de cette rudesse, les collisions frottant le visage contre le sol sont devenues une spécialité incontournable de la saison. Si vous avez trouvé ce voyage d'exploration intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines destinations étranges. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt dans la prochaine vidéo.